Ça commence par un long travelling. Des vaches et des taureaux qui se cherchent, se provoquent, s'arrêtent et errent au milieu d'une ferme délabrée. Ce long plan est comme annonciateur. Le spectateur s'apprête à se plonger dans un lieu reculé de la campagne hongroise pour y suivre quelques péripéties dans un mouvement de va-et-vient. Il y a l'histoire de Schmidt et de Kreiner qui cherchent à fuir avec la paie annuelle qui doit être partagée. Il y a l'histoire du retour d'Irimias et Petrina, deux obscurs individus que tous croyaient morts et dont la potentielle venue semble redoutée de tous. Et il y a, comme tournant central, le suicide d'une jeune fille, Estik, qui subit l'abandon des adultes. Na ide figyelj. Azt nyelved én mondok. Érted? Világos? Kezdj el csomagolni. Le travail sur le rythme est essentiel dans ce film. Celui-ci dure plus de 7 heures et pourrait, avec un montage plus resserré en usant de juxtapositions, de plans et d'inserts, ne durer probablement que 2 heures. Car ce n'est pas que l'intrigue est excessivement fournie ni une abondance de péripéties qui justifie sa durée. Elle est entièrement et uniquement corrélée à un choix rythmique du réalisateur. Pour retranscrire la perdition de cet endroit, l'abandon et la solitude des personnages, il paraît nécessaire de faire durer les plans. Ainsi, plutôt que de montrer un personnage qui rassemble ses affaires avec 3 plans de quelques secondes chacun pour passer l'information au spectateur, le film choisit un plan séquence quasi statique de presque 10 minutes qui l'accompagne dans chacun de ses gestes. Pour montrer les personnages sur la route, le film ne se contente pas que d'un plan d'1 minute ou 2. Il préfère un long plan séquence qui les accompagne à leur rythme, dans cette lenteur, cet épuisement. Un choix qui montre l'âpreté dans l'endroit et sa rudesse météorologique. Un choix qui montre tout le dégât corporel que représente cette épreuve. De même, la scène de danse se déroule presque entièrement sans montage. Elle accompagne le spectateur dans cet épuisement. Cette danse n'est pas qu'un moment de joie, de vivre ensemble et de laisser aller. Elle se mue peu à peu en une sorte d'autoflagellation, où les personnages vont jusqu'au bout de leurs ressources physiques dans un état de disgrâce totale. Ce travail rythmique prend forme aussi dans la construction du film en 12 séquences. Le titre évoque un tango, une danse où l'on avance puis recule. Le tango de Satan opère un même mouvement. Tantôt le récit avance, puis recule et repart depuis un autre point de vue. Ainsi, tous les éléments ne sont pas compréhensibles dès le départ. Beaucoup d'interrogations sont présentes, certains mystères seront éclaircis, d'autres non. Mais ce travail sur la lenteur et sur les différents points de vue incite le spectateur au regard, à l'observation. Il a le temps de scruter les détails de chaque scène, les relations de pouvoir et de domination qui s'y exercent. Qui interagit avec qui et comment. De fait, la lenteur générale du film permet d'accompagner au mieux le spectateur dans ce va-et-vient qui pourrait sembler trop frénétique dans un montage plus resserré. Ici, le public vit et apprend en même temps que les personnages, dans une même rudesse diffuse. Certaines scènes sont dures à voir, et à ce propos, je tiens à signaler que pour la scène de maltraitance animale, le chat n'a pas été tué lors du tournage et un vétérinaire était présent pour s'assurer que celui-ci ne soit pas blessé. C'est peut-être une erreur de ma part de donner cette information, peut-être que la cruauté du moment s'en retrouve amoindrie, mais je pense qu'elle permet de poursuivre le visionnage sans un potentiel dégoût prononcé pour le cinéaste. Car l'épreuve du visionnage est voulue. Le film est violent, froid, long, et selon son réalisateur, il faut le plus possible le regarder en une seule fois. Toute la photographie et l'ambiance générale du film travaillent à dépeindre un endroit oublié et délaissé. On ne sait pas trop à quelle époque le film se situe, mais il s'agit probablement d'une ferme collective hongroise à la fin du régime communiste. Chaque plan semble montrer un endroit pourri en perdition totale. Les intérieurs sont sales, l'argent manque, l'automne arrive et avec lui apporte une pluie permanente qui ne cessera que dans plusieurs mois. Des hommes sont alcooliques, des femmes se prostituent, il n'y a rien à faire. Le noir et blanc utilisé est en plus assez sombre. Même quand il fait jour, la nuit semble toujours sur le point d'arriver. Tout paraît crasseux, sale, humide. Même les quelques plans dans la ville reprennent cette esthétique. Il n'y a pas de contraste, pas d'échappatoire, pas d'ailleurs différent. Comme le montre longuement ce plan de 2 personnages qui remontent une rue au milieu de détritus et de débris emportés par le vent. Ou comme ce plan de ce qui semble être une place de centre-ville complètement déserte et inhabitée, où l'animal, des chevaux, débarquent et s'y installent. Aucun espoir ne ressort des lieux qui sont montrés, les animaux qui y font éruption semblent indiquer un retour à la bestialité, à l'animalité. L'humanité a fui ces lieux. Tous ces gens sont et seront oubliés. Il ne leur reste que de régresser à un état animal, comme une fin de règne, comme une fin de monde. En ne montrant pourtant qu'un petit endroit et qu'une petite galerie de personnages, Bélatar, le réalisateur, nous fait ressentir tout le poids d'un apocalypse qui s'opère et de la mort prochaine certaine. Mindenkit felrobbantunk. Beletesszük a zakójába, vagy a fülébe. Az orrába dobjuk bele a dinamitot.
Valahogy csak véget kell vetni ennek, nem? Les personnages paraissent tous assez confus et énigmatiques. La jeune fille se suicide-t-elle car elle est rongée par le remords, la culpabilité, ou par abandon et aveuglement du monde adulte? Jeremias cherche-t-il vraiment à aider et sauver ces villageois qu'il méprise, ou n'est-il qu'un faux prophète, un illustre manipulateur qui les guide pour servir ses propres intérêts ou ceux de l'État? Et qu'adviendra-t-il de tous ces personnages lancés en mission, parfois seuls, à effectuer des basses besognes pour se racheter de leurs fautes? Rien n'est répondu de manière simple, directe et équivoque. Les personnages sont comme enrobés de ce brouillard qui fait éruption par moments dans le film. Toutes leurs paroles, même les discours les plus longs, semblent tourner en rond, revenir à un même point de départ. Elle échoue à dévoiler quoi que ce soit. Plus globalement, tous sont rongés par une sorte de mal profond et invisible qui pèse sur chacun d'eux. Ezeknek. Cselédek voltak, és azok is maradnak életük végéig. Ülnek a konyhába, és a sarokba szarnak, és néha kinéznek az ablakon, hogy mit csinál a másik. Ismerem őket, mint a tenyeremet. Le Tango de Satan est enrobé d'un profond pessimisme sur l'humanité, que ce soit dans le traitement de l'image, un noir et blanc très terne comme crépusculaire, une grisaille, du vent et une pluie permanente, des arbres sans vie, de la boue omniprésente, mais aussi dramaturgiquement, dans son absence de rédemption, car les villageois, tous rongés par divers péchés, alcoolisme, appât du gain ou violence, ne sont pas montrés aux spectateurs comme dominant à terme ces pulsions. Le film, pourtant long, ne montre pas un processus de résilience et de rédemption où chaque personnage, d'abord rongé par un mal omniprésent, en viendrait au terme d'un long combat à vaincre leurs propres démons. Ici, le pessimisme est de mise, la fin est même encore plus sombre que le début. L'un des personnages, après une convalescence, revient à la ferme, seul. Il finit par se barricader chez lui dans l'obscurité, où il mourra probablement de faim, comme l'a prédit un des autres villageois. Voilà l'avenir de l'humanité vu par Bellatar, de la solitude, de la noirceur, de l'oubli et la mort. Bon courage, ça dure 7h20.